Ton Algérie à toi, c'est quoi aujourd'hui? C'est une mémoire sensorielle, c'est ma peau finalement. Mon Algérie à moi, c'est d'abord toute la sensualité ambiante, et puis peut-être aussi une Algérie écorchée vif, parce que bon, il y a l'histoire des femmes, il y a aussi moi j'ai pas connu la guerre d'Algérie, mais j'ai connu ce qu'on a appelé la décennie noire, et c'est une Algérie peut-être qui tient debout malgré cette mémoire parfois blessée, parfois attaquée, parfois malmenée, mais c'est une Algérie vivante. Même si elle est meurtrie, elle est toujours vivante. Et on le sent dans la jeunesse, un peu comme ça, vive et énergique, et c'est le propre de la jeunesse, un peu inconsciente, mais qui est là, qui va de l'avant, qui espère, qui lâche rien, qui renaît de ses cendres. C'est toujours très surprenant. Oui, tout à fait. Et ton histoire algérienne commence quand et où? Je suis née à Gigel. Et puis, très tôt, à l'âge d'1 an, on est parti à Constantine. Mon père a travaillé une quinzaine d'années à Constantine. Ma mère est kabyle d'origine, mais elle est née à Alger. Et donc on allait tous les ans chez ma grand-mère à Bab Azoun, vraiment le pied de la Casbah. Et c'est peut-être mes premiers souvenirs, je dirais la mer de Gigel et la densité humaine dans le quartier de Bab Azoun, avec des odeurs de menthe, d'olives, d'épices, de fruits et légumes. Et puis je revois ma grand-mère avec son haïk blanc et son petit panier qui tâte les légumes et qui choisit et qui négocie avec les vendeurs, et puis cette ambiance très chaleureuse, et en même temps pour un enfant assez inquiétante, parce qu'on est protégé par les adultes, mais en même temps il y a quand même une sorte de violence tacite. Ça, on le perçoit très tôt quand on est un enfant. En tout cas, moi, je l'ai perçu, peut-être parce que, en plus, je suis une fille. Donc, à ce moment-là, on voit bien que les femmes ont une force incroyable. Il faut qu'elles tiennent, et elles font tenir autour d'elles la famille par leur choix, par leur courage, par leur dévouement, par leur engagement. Et peut-être, je dirais, à ce moment-là, je ne percevais pas vraiment la tradition. Ce que je percevais, c'est plutôt cette tension entre, peut-être, entre les hommes et les femmes, mais, et en même temps la force des femmes plus âgées. Et peut-être ce qui me revient à l'esprit, c'est ce moment transitoire de l'enfance à l'adolescence, où c'est là où on prend conscience qu'on est différente, qu'on est une future femme, et donc ça se perçoit dans la transformation du corps, ça se perçoit dans le regard des hommes dans la rue, ça se perçoit, et on s'en rend pas compte, de l'effet qu'on peut avoir sur les hommes, et donc on a peur soi-même, on est un peu étonné de voir que sans provoquer, rien que parce qu'on est une femme et qu'on est là, on peut aussi attiser des formes de violence qui peuvent parfois, oui, déstabiliser, inquiéter, faire peur. Et c'est comme ça qu'on apprend à se taire, presque parce qu'il y a une forme de menace qui n'a pas lieu, mais qui peut avoir lieu d'un moment à l'autre. Donc on vit toujours comme ça, un peu inquiète, un peu... et on apprend, bien sûr, là pour le coup, à être dans le respect des traditions. Et donc, finalement, on construit un univers pour... et c'est ça la créativité des femmes, toujours des espaces intermédiaires pour quand même tenir bon. Et c'est vrai que, en tout cas moi, dans mon expérience, c'est la littérature qui m'a permis d'aménager cet espace pour rester quand même en lien avec moi-même, avec cette possibilité de rêverie sur l'ouverture sur le monde, sur ce qu'est être un être humain, une femme, dans quoi je m'engage, comment je peux soutenir ce que je suis,
Et la littérature, c'était pour moi vraiment la rencontre. Ça a été traumatique, hein, parce que très tôt, je me souviens des étés où il faisait très très chaud en Algérie, et comme on est des filles, on ne sortait pas autant que les garçons, donc on ne pouvait pas prétendre à aller à la plage. Alors que petite, jusqu'à 10 ans, j'allais tous les jours de 9 h à 19 h à la plage, vraiment avec une sorte d'insouciance. Et même quand on était à l'école, je me souviens qu'on allait se baigner entre midi et 2, et que c'était bien sûr interdit par les parents, et que ma mère, on lui disait non, on ne sait pas baigner, elle nous léchait. et là, on était punis, on était vraiment, c'est-à-dire on ne pouvait pas, il y avait quelque chose d'interdit. Donc j'ai toujours eu avec la mère maternelle, ma mère, et la mère, cet espace infini, un rapport en même temps de tendresse, de méfiance, et en même temps d'une extrême proximité. Il y avait quand même beaucoup d'enjeux dans le lien quand même que je fais souvent entre la mère et ma mère. Il est assez... Il est, je dirais même, oui, quand je parle de la peau, c'est de cette mémoire-là, je pense. Tu évoquais ta maman, ton papa un peu plus tôt. Que faisaient tes parents? Ils appartenaient à ce qu'on appelle aujourd'hui la classe moyenne? Oui, on pourrait dire la classe moyenne. Enfin, mon père, c'était plutôt la petite bourgeoisie, parce que c'était des propriétaires terriens, des commerçants, et lui-même avait une usine de carrelage et de parfum. Il y avait des fours, on fabriquait, il nous faisait faire le choix des couleurs, et on fabriquait des carrelages, et à partir de nos modèles, ils pouvaient proposer, et les gens faisaient des commandes à travers le mélange des couleurs qu'on a nous pensées pour ces carrelages. Et c'est vrai qu'il était assez sympa à cet égard, mais ça reste quand même un patriarche. Bon, c'était l'homme, on l'embêtait pas trop. Mon père, finalement, c'est un poète. Vraiment, c'était un poète, parce qu'il lisait tout le temps Verlaine, Hugo, et il était tout le temps retranché dans sa chambre à l'étage qui donnait sur une immense terrasse avec du jasmin. Et ma mère, qui s'occupait des 4 enfants, n'avait pas d'autre choix que de dire « Attention, je vais le dire à ton père ». Elle a construit une sorte de mythe de mon père qui n'était pas du tout le père de la réalité, et je trouve que ça nous a protégés d'une tentation qu'on pouvait avoir à l'adolescence, voilà, de transgression, comme tous les ados. Et du coup, cette image du père, elle a été très très forte. Et je me souviens, à la fin de sa vie, j'étais très contente de le retrouver, parce que en vieillissant, je pouvais lui parler. Il était accessible, c'est le père de la réalité. Il a fait la guerre d'Algérie très jeune, lui. Il est parti au Maquis à 17 ans, il a été emprisonné, il a été torturé. Mais il a toujours eu cette dignité de ne rien vouloir dire. Et quand je lui ai dit, quand il y a eu la décennie noire, et je lui ai dit que je partais en France, c'était compliqué pour lui. Il m'a dit, mais finalement c'est un échec de tout ce qu'on a fait nous, que votre génération stupide, m'a-t-il dit, ça je l'oublierai jamais, fasse ce choix. C'était pour lui un aveu de l'échec de son engagement. Et je lui ai dit, je l'avais entendu, qu'au contraire, c'était une forme de continuité sans renoncer à ma liberté, que moi je ne pouvais pas me sentir libre et tranquille dans cette Algérie où, bon, tous les jours à l'époque, sur les bancs de la fac, on était quand même extrêmement stigmatisés. Je n'ai jamais eu peur, c'est étonnant. Pendant la décennie noire, il fallait garder la tête hors de l'eau, il fallait survivre. Et on était là, on allait à l'université, on militait, on vivait, il fallait bien vivre, il fallait faire ses courses, sortir, travailler. Et c'est vrai que c'est des moments quand même, pour moi, assez traumatiques, parce que quand je lui ai dit que je partais, alors que quand même c'est lui qui m'a initiée à, je sais pas, à la littérature française, il était
Il m'a dit, mais c'est pas pareil, la littérature c'est universel, mais là tu vas aller en France. Et je lui dis, mais c'est pas la même France, c'est pas le même rapport. Pour moi, ce choix-là, c'est précisément pour aller, je voulais étudier la psychanalyse, et je venais d'avoir mon bac, et c'était une science subversive. À cette époque-là, c'était interdit. On pouvait faire que psychologie de travail, ce que je ne voulais absolument pas. Et donc je lui disais, non, je me suis inscrite, j'ai fait biologie, j'ai une licence de géologie en Algérie, mais quand même, je ne voulais pas lâcher la psychanalyse. Parce que ma rencontre avec la psychanalyse, c'est comme ce que vous me demandez là, cette mémoire, c'est très en lien avec l'Algérie. Je me souviens de mes étés, c'est là où je suis partie, quand même par association. J'ai lu Freud à 14 ans. Je ne comprenais rien. Mais il faisait tellement chaud et que j'avais pas d'autre échappatoire que de me farcir. Mais c'était drôle parce que je comprenais pas, mais je savais qu'il y avait quelque chose de très important. Je comprenais, je savais pas de quoi ça parlait, mais cette notion d'inconscient, cette notion d'être agi par ce qui n'est pas dit, ce qui n'est pas été énoncé. Oui, faisait écho chez toi. Et je savais qu'il y avait une vérité là-dedans, mais je comprenais pas comment. Et je me suis accrochée, j'ai lu vraiment... À 14 ans, effectivement. J'ai lu l'interprétation des rêves de Freud, je comprenais rien, mais ça me parlait quand même. J'ai lu les 3 théories sur la sexualité, ça m'intéressait beaucoup, mais je comprenais pas. Mais il y avait quand même quelque chose qui pouvait répondre à ce questionnement. Et je me souviens, ma grand-mère était sous le jasmin, elle prenait l'air, et moi j'étais là avec mon livre. Et elle me disait, mais quand même ça m'inquiète, parce que à 14 ans, tes cousines vont à la mer, regardent les garçons, et toi tu es là, j'ai peur que tu sois folle. Et alors si t'es folle, c'est compliqué, on ne pourra pas te marier. Elle me disait ça. Et moi j'étais vraiment hallucinée d'entendre ce qu'elle me disait là, parce que c'était c'était la révélation traumatique. Il y avait vraiment là une scission entre les 2 générations, la troisième génération, parce que c'est là où j'ai compris vraiment que grâce à la littérature, finalement, il y a une rupture dans la lignée générationnelle. Ma grand-mère était analphabète, ma mère était arabophone, moi j'étais entre deux, et puis j'ai compris que j'étais seule. Finalement, je me dis toujours, le vrai exil, c'est pas d'être venue en France, c'est quand même de l'avoir découvert et vécu parmi les miens. Et j'étais pas la seule, je pense qu'il y a toute une génération qui a vécu ce type de trauma. Et ma grand-mère me disait, mais tu es là avec un livre, tu bouges pas 3-4 heures. Et moi je lui disais, mais je fais le tour du monde, je voyage avec ce livre. Elle me dit, tu devrais quand même te lever, aller aider ta mère à la cuisine, parce qu'il faut, c'est l'âge où on apprend à cuisiner et à être une bonne mère, une bonne future maîtresse de maison, une femme d'intérieur. J'adorais ma grand-mère, elle avait quand même aussi beaucoup d'humour, et elle a toujours voulu qu'on fasse des études. Ma mère aussi, elle nous a absolument soutenus. Mon père, on ne sait pas s'il était d'accord ou pas d'accord. Et je pense que le plus important pour lui, c'était d'abord une autonomie en tant que femme, une autonomie intellectuelle et financière. Mais je pense que c'était compliqué pour lui d'accepter après on est 2, ils sont partis, mon frère aîné et moi. Mon frère aîné est parti en Italie et moi en France. Et moi j'ai toujours voulu venir en France, parce qu'on venait quand même quand on était enfant en vacances. Et pour moi c'est le pays, quand même, parce que c'est les vacances aussi, donc c'est un peu le pays des merveilles, quoi. C'était... il y avait les grands auteurs que tu évoquais aussi. Mais même la vie au quotidien, il y avait beaucoup d'espaces femmes dans mon imaginaire, c'était quand même beaucoup d'espaces verts. L'été, on venait, il y avait plein de gens, plein de femmes, dehors la nuit, seules. Ça fait rêver quand même. Et pourtant, tu évoques une Algérie, tu
tu es né après la guerre d'indépendance, mais Oui. tu évoques une Algérie qui est Plutôt, oui, oui. on était assez, quand même, libre, mais surveillé. Il fallait savoir ses limites soi-même. Mais moi, je voulais quitter l'autorité parentale, je voulais aussi explorer le monde. Dès qu'il s'agissait de ma liberté ou de mon autonomie, j'étais là à monter comme ça au créneau. Et je disais à mon père, mais tu sais, maintenant je suis majeure, ça le rendait fou. Parce que je me dis qu'elle effrontait quand même lui dire ça à 18 ans, mais tu sais, je suis majeure. Il dit, et vaccinée. Il rajoutait. Enfin, c'était des souvenirs d'il y a un moment. Mais c'est vrai que l'Algérie, c'est un mélange de violence, de vie, de pulsion de vie, de destructivité aussi, et en même temps tout le travail qu'on fait pour non plus mettre de côté cette violence, mais quand même de la transformer, de l'humaniser, de la civiliser, de la rendre partageable, supportable, parce que quand même les tabous de la société actuelle font que c'est très compliqué. Soit on est dans la transgression, soit on est dans la soumission à une valeur absolue, définis par des gens plus par leur peur que par leur travail de réflexion, d'analyse, de confrontation. Enfin, je pense à la religion là en disant cela. Et c'est une période assez féconde parce qu'elle est nécessaire. Mais je me dis, la génération qui la vit, quand même, c'est une génération un peu prise en otage. C'est compliqué. Notre génération, même si bon, c'était difficile, hein, on était quand même une génération où on avait des profs d'arabe venus d'Orient, et donc qui prenaient quand même un certain rigorisme dans la religion, et des profs de maths et de physique venus de Russie, de l'Union soviétique, qui étaient des communistes, très engagés, très... Et c'est ça, c'est l'époque bourdienne à laquelle tu fais référence. Tout à fait. Et nous, on était, même Chadli, hein, moi j'ai beaucoup vécu plus avec Chadli que je suis des années 70, donc vraiment, et on voit bien que c'est vraiment on y est encore. On était écartelés, une génération où il fallait choisir un peu, et on a inventé, toujours c'est une génération du compromis. Moi, j'avais des amis qui étaient et croyants et communistes. Et en milité, c'était pas du tout antinomique. Hein. C'était lors de la prière, disons, dans leur conception du monde, c'était la nécessité d'une justice sociale. Et le modèle, c'était celui-là. Ensuite, dans les années 90, il a fait faillite. Hein. C'était quand même l'échec de ce modèle. Il y a eu, toujours pour une justice sociale, que miroiter l'Arabie Saoudite et le wahhabisme. Donc les jeunes se sont comme ça, presque pourrait dire par désespoir et par idéologie. Moi, quand je suis arrivée en France, là, dans cette culpabilité-là, j'ai fait un travail sur le terrorisme en Algérie. J'ai fait un parallèle entre la paranoïa et le terrorisme. Et j'ai compris, en fait, dans ce travail-là, bien sûr, il a fait aussi la référence à tout l'héritage, pas que colonial, hein, tout ce qu'a l'histoire de l'Algérie. Quand même, elle est scandée par toujours des ruptures et des catastrophes. C'est quand même un endroit dans le monde qui est toujours convoité, qui est toujours... tiraillé. On dit toujours, le mot qu'on dit de l'Algérie, hélas, il y a tout ce qu'il faut, mais ça ne prend pas. Il y a la richesse, la jeunesse, une jeunesse formée, engagée, mais ça ne prend pas. Moi, je dis que ça prend. Et il faut le temps, parce que ça fait pas très longtemps qu'on est libre, mais j'ai la foi au sens mystique. J'ai cette foi que on va y arriver. Ce qu'on a vécu dans la décennie noire, c'est quand même la preuve de l'échec d'un régime théologique. Ça, c'est vraiment important. C'est notre acquis, nous, en Algérie.
On sait, les Algériens sont tous d'accord, ils ne veulent plus de ce modèle-là. C'est-à-dire, il y a un jeu à entendre. La religion, c'est une valeur sûre. On sait d'où on vient, c'est une référence, ça construit l'identité, et c'est très bien. Mais la façon dont ils interprètent la religion pour servir un peu leur intérêt personnel, ça c'est dans toutes les cultures. Moi je trouve que la jeunesse, elle est moins dupe. Et qu'ils ont compris qu'il faut négocier avec la religion pour vivre un peu. C'est une sorte de forme d'hypocrisie sociale, notamment autour de la question de la sexualité. Et de plus en plus, les femmes, de fait, sont moins dépendantes financièrement des hommes, sont plus autonomes dans leur vie, et elles sont de plus en plus dans cette exigence d'égalité homme-femme. Et c'est ça, c'est par là que ça va passer. Le nerf de la guerre, c'est comment tenir les femmes. Mais ça, c'est dans toutes les sociétés. C'est-à-dire, la femme, c'est quand même elle qui garantit entre guillemets, la pureté de l'espèce, si vous voulez. Et donc, les hommes ont besoin de contrôler le corps des femmes. Sauf que c'est une hérégie, puisque les femmes, maintenant, elles ne se laissent plus... D'abord, il y a l'accès à la contraception. Elles n'ont plus envie d'avoir beaucoup d'enfants. Elles ont envie d'avoir une vie... de consommation, et les femmes n'ont pas besoin de chaperons. C'est pas par les hommes qu'elles vont avoir leur liberté de penser ou leur autonomie. Elles ont compris que elles vont l'arracher, et elles ne peuvent, pour survivre, il n'y a rien d'autre à faire que d'arracher cette liberté. Et les hommes composent maintenant de plus en plus avec cette réalité, c'est-à-dire les femmes font tenir la société. L'éducation, l'enseignement, c'est quand même beaucoup de femmes. La médecine, c'est beaucoup de femmes. Tous les secteurs stratégiques qui tiennent une société, c'est quand même les femmes qui sont là. Alors bien sûr, on va parler de la rémunération, des salaires, c'est vrai que... Mais bon, il y a du possible, il y a à faire, il faut tenir bon. Et puis la question de la psychiatrie quand même en Algérie, la maladie mentale, hein, on voit que, je ne suis pas retournée depuis, mais je vois bien que tous les symptômes de la maladie, de la société apparaissent de façon très chronique chez les patients qu'on voit dans les hôpitaux psychiatriques. Le délire, c'est soit des délires mystiques, soit des délires de persécution par des sorcières, des femmes qui viennent les posséder. Et ça dit quand même la nature des tabous, la nature des relations hommes-femmes, le travail à faire pour favoriser des espaces intermédiaires dans la société, comment développer des échanges hommes-femmes sans qu'il y ait de rapport de force, mais dans un cadre où il y a un respect de l'autorité. Donc il y a tout ce travail qui est encore à faire en Algérie. Le travail social, il a toute sa place, son importance, et il est extrêmement actif. Vraiment, il sauve des vies, notamment chez les jeunes filles qui ont eu des histoires d'abus ou de viol ou d'agression ou de rejet de la famille. Elles arrivent à se construire grâce à ces associations. C'est-à-dire, malgré les blessures, malgré les traumas, malgré la folie, parce qu'il y en a quand même qui sont extrêmement abîmés et effondrés, il y a du possible. Grâce à des espaces intermédiaires comme ça, des réseaux qui ne sont pas de l'État pur et qui ne sont pas tout venant fabriqués par comme ça une solidarité locale qui parfois, au nom de la solidarité, on peut aussi inventer des systèmes qui sont hors la loi. C'est des associations cadrées par la loi où on peut accueillir la misère et la folie et la transformer, la socialiser, l'injecter, je dirais, dans le social, dans le quotidien, dans l'école, dans le travail. On a tous connu des personnes malades psychiques, mais qui avaient quand même une fonction dans une institution. C'est cette solidarité aussi qui fait que de ce côté-là, il y a quelque chose à faire.
Et c'est pour ça que j'ai beaucoup d'espoir pour ce pays, mon pays, l'Algérie. Tu as produit une autofiction en édition prochaine, on l'espère. Ce premier roman est basé sur une partie de ton histoire, sur ton vécu. Alors, inspiré. Tout à fait, oui, inspiré, on va dire, parce que c'est un trajet, c'est une histoire d'une jeune Algérienne arrivée en France et qui rencontre justement, qui se confronte finalement elle est étudiante, elle fait une analyse et dans l'espace du cabinet avec son thérapeute, avec son analyste, là elle retraverse tous les traumas qui n'ont pas été, disons, inscrits dans son histoire. C'est-à-dire elle fait un trajet où elle peut attester de la transformation qu'elle a traversée, qu'elle a vécue, grâce à ce récit, à cette rencontre avec cet autre, qui est une instance, c'est pas sa personne. Et dans ce dialogue-là, elle retraverse son histoire, son héritage, ce qu'elle a compris d'elle-même, son devenir femme, de sa rencontre aussi avec tout ce que la France lui a offert, hein, c'est-à-dire cette liberté, cette capacité à se confronter à un ailleurs. Une autre réalité, j'allais dire. Oui. Oui. Pas que réalité, aussi un autre possible, parce que c'était pour cette jeune fille impossible. C'est-à-dire ça ouvre des perspectives qui à un moment étaient très rétrécies pendant où elle était assez déprimée, parce qu'elle a vécu cette année, ces 10 ans de terrorisme en Algérie. Elle vient en France, coupable d'avoir laissé les siens, ses amis, non, beaucoup sont morts, et comment se reconstruire et comment ramener son Algérie, un bout d'Algérie ici en France. Et c'est quand même grâce à la psychanalyse qu'elle a pu, dans le lieu du cabinet psy, elle a pu construire, faire ce travail d'appropriation de son histoire, qui lui a permis d'ouvrir des perspectives nouvelles, cet avenir, et quand même d'en faire aussi son métier, parce que c'est une jeune fille qui a décidé finalement, grâce à cette expérience, de devenir elle-même psychanalyste. Alors là, pour le coup, oui, il y a des... largement inspiré de ton histoire. Oui, mais peut-être pas tout à fait, parce que moi, j'ai énormément travaillé en banlieue parisienne avec des jeunes filles et leurs mères d'origine africaine, et sur le devenir femme. Et donc, c'est peut-être inspiré plutôt de ce que j'ai pu entendre et comprendre dans ces échanges avec ces femmes qui m'ont beaucoup surprise, parce que moi, j'arrivais un peu comme ça, je sais pas, j'avais 25-26 ans, et je vais dans des maisons en banlieue, et je rentre, elles m'invitent, elles sont très généreuses, je vais chez elles, et là, je trouve des décors figés d'il y a, je dirais, 50 ans. Elles ont reconstruit vraiment leur univers. C'est des femmes qui ont entre 50 et 60 ans, mais vraiment une Algérie que moi-même je ne connaissais pas, puisque ça a évolué en Algérie, hein, au niveau voilà, de l'appropriation de l'espace, de ce qu'est la modernité, de la mode, des effets de mode. Et là, je rentrais, c'était vraiment sidérant. Quelque chose s'est arrêté dans cet univers-là. Là, pour le coup, j'ai compris ce que c'est que l'exil. Pour elles, c'était pas le même exil pour moi. Il y a quelque chose c'était un exil traumatique. Le temps s'est arrêté. Et elles se sont mis vraiment à reproduire ce qu'elles ont laissé. Du coup, je trouvais qu'il y avait une génération vraiment qui était otage, qui était figée là. Ça ne pouvait pas se transformer. Et le travail que moi j'ai pu faire avec elles, grâce à elles, qu'elles ont pu faire avec moi, c'est justement de mettre en mouvement ces endroits un peu figés, grâce à tout ce qu'elles ont pu raconter de leur histoire, de leur
Algérie, de ce qu'elles ont reçu de leurs parents, de ce qu'elles ont reçu de la France, de qu'est-ce qui est possible à transmettre pour leurs enfants, parce qu'elles étaient quand même assez persécutées par la liberté que pouvait offrir la France à leurs filles. Oui. Elles avaient très peur. Et en même temps, en réaction à ça, elles étaient extrêmement sévères et même parfois tyranniques avec leurs filles. Donc moi j'étais un peu entre deux. J'avais pas l'âge de leurs filles, j'avais pas leur âge, et mon espace psychique permettait de faire comme cette transition que pouvait offrir le travail. Oui. Oui, c'est-à-dire que tu as réussi à instaurer un dialogue mère-fille qui n'existait pas avant. Oui, et une confiance surtout, une confiance parce que il y avait beaucoup de tendresse, beaucoup d'affection, mais il y avait une peur terrible. Elles ne pouvaient pas prendre, et c'est marrant, c'est des femmes qui ont vécu 25, 30 ans, 40 ans en France, qui ne parlaient pas français. Et c'était questionnant, c'est-à-dire elles ne pouvaient pas prendre ce qui pouvait être bon pour elles en France. Et comme elles ont pris aussi ce qui est bon pour elles en Algérie, bien sûr, elles y retournent tous les ans, elles ont construit des maisons, mais à chaque fois, je me souviens, avant les vacances, elles sont toutes excitées de l'espoir de retrouver finalement chez elles, leur pays. La mer aussi. Oui. Et puis, septembre, quand je les retrouvais, elles étaient toujours un peu déçues d'avoir pas été bien reçues. Il y a toujours une frustration, il y a toujours... et d'en parler, souvent, dans le travail, ça a duré 3-4 ans, hein, régulièrement, comme ça. D'abord, j'en ai fait, une thèse, mais ce travail de réappropriation de sa vie, de son affaire, quoi. Elles étaient plus utilisées victimes par celles qui profitaient d'elles, des membres de la famille là-bas, et pas otages d'ici, dans un peu cette méfiance que c'est tout ce qui vient de là, il faut s'en méfier parce que c'est pas nous, c'est pas nos valeurs. Et c'est intéressant parce que les filles se sont saisies de cet espace et tout de suite, elles ont mis au travail leur mère et il y avait un dialogue restauré. Et c'était plus le mode persécutif et encore moins ce mode de victimisation de on nous envie, on a réussi, mais c'est pas facile ici. Il y avait une rencontre possible dans une réalité avec ce qu'elle a de bon et de moins bon. C'est-à-dire on s'est remis dans une relation de l'instant, du plaisir partagé, d'un espoir possible d'améliorer ce qui est difficile. Et je pense les filles en ont beaucoup parlé, hein, leurs témoignages, ça a aidé certaines, pas toutes, mais on pourrait dire certaines qui avaient sans doute aussi une forme de disponibilité, mais qui a fait écho au travail de leur mère, qui ont pu vraiment s'en sortir, vraiment faire des études universitaires, s'engager, réussir, travailler. Et là, on pourrait dire, c'est peut-être l'intérêt de ces espaces-là, de ces espaces intermédiaires. C'est vrai que les filles, elles ont été formidables, hein, d'énergie, de courage. Ce qui m'a étonnée quand même, certaines, c'était à Saint-Denis. Elles avaient entre 16 et 19 ans. Je dirais pas la majorité, mais elles ne connaissaient pas Paris. Elles ont vécu 17 ans en banlieue sans venir à Paris. C'est étonnant. C'est vraiment... Et on voit, et c'est pas une, deux, trois, et beaucoup de filles. C'est toute une... et c'est aussi une façon de les protéger. Paris, c'est... la tentation, c'est la débauche, quoi. Ça. Et c'est marrant, j'ai fait aussi le même travail avec les garçons et les filles ensemble, et quand même grâce à la confiance des mères, parce que j'étais... Voilà, hein, ça joue aussi sur mes origines, sur... ce que j'incarne, sur ce que je pouvais représenter, cet entre-deux de la modernité, c'est pas la débauche, et le savoir, c'est pas la rupture avec les origines. Et donc, on peut être respectueux de son histoire, de son identité, de ses coutumes, se saisir de ce que notre temps, notre génération, la société nous offre, sans être comme ça
tout le temps divisées, tout le temps... et ces filles, avec les garçons, quand je faisais des groupes, j'ai fait des groupes filles, des groupes mères et des filles, et des groupes filles-garçons, et c'est très étonnant parce que les garçons voulaient parler tout le temps de leur relation aux filles, ils étaient terrorisés par leur comment faire, et puis il y a cet idéal de voilà, de comment être un homme, comment se c'est la pression qu'eux reçoivent aussi. Oui, de leur éducation, et ils cherchaient, ils étaient très touchants parce que on voyait bien les peurs, ils savaient pas comment faire avec les filles et ils osaient enfin le dire. Et parce que comment ils pouvaient être autrement pour montrer qu'ils savaient, si ce n'est sur le mode du contrôle, parce que c'est ce qu'ils ont appris, du contrôle de la fille, du contrôle du rapport de force, et les filles très fines, très intelligentes, les provoquaient, les mettaient comme ça dans des situations vraiment où ils étaient mal à l'aise, où il fallait se situer, il fallait s'engager. Et elles les ont vraiment fait bosser. Elles ont plus bossé que moi. C'est grâce aux filles que ces garçons se sont mis aussi finalement à rencontrer voilà, des jeunes, mais dans un cadre bienveillant. Ceci dit, c'est une association qui nous a donné beaucoup les moyens, qui a favorisé des espaces neutres, mais il a fallu quand même un travail d'approche des familles, de confiance, d'engagement. Je me souviens, alors j'étais éducatrice, c'était en tant qu'éducatrice, même si j'étais étudiante en thèse en psycho, mais bon, j'étais embauchée en tant qu'éducatrice, et on accompagnait les familles à l'aéroport pour qu'ils partent dans leur pays, et donc c'était quand même, ils n'étaient pas véhiculés. Et ça, c'était une forme de reconnaissance. C'est-à-dire, on les accompagnait, on était d'accord. C'était pas une trahison de la France, on allait, c'était l'institution qui favorisait. Et ça, c'était quand même recevoir de ce qui est bon aussi. C'est pas que... D'ailleurs, moi, je dénonce cette idée que les allocations font vivre une famille. C'est faux. Et c'est pas que la France, la mamelle comme ça qui nourrit ces gens qui viennent la vider de son lait. C'est faux, c'est vraiment des gens très courageux, qui travaillent dur, qui travaillent dans des métiers très difficiles, mais qui ont envie de garder leur différence, leur singularité, ce qu'ils sont, leur identité. Si ça menace certains, faut travailler ça. Mais c'est pas une raison de gommer la différence de quelqu'un parce que ça menace la différence d'autres. Il y a des études sociologiques qui montrent clairement que on va pas faire ce discours-là, on voit bien que la sécurité sociale, c'est pas les immigrés, ils sont très très mal soignés. Moi, j'ai des amis sociologues qui le dénoncent tout le temps. Et ce qu'apporte l'immigration à la France, il faut bien aussi le dire, sinon ça s'arrêterait, c'est aussi une richesse incroyable, une force de travail, une continuité, un courage quand même. Il faut reconnaître que il faut s'appuyer sur des études économiques et pas sur les peurs des gens. Exactement. Mais c'est la politique aussi. Enfin, pour revenir au roman, et puis c'est tout, ça s'appelle... c'est cet espace qu'elle a trouvé, cette jeune fille, intermédiaire pour vivre l'expérience de l'exil sans renoncer à ses origines, tout en étant concernée par ce qu'elle pouvait donner et recevoir de sa nouvelle culture. Non, parce que la culture française, elle la connaissait à travers l'imaginaire des parents, à travers la littérature, à travers le cinéma. C'est quand même un pays, la France, l'Algérie, on est très très proches. Vraiment, il y a un imaginaire commun, qu'on le veuille ou pas. Et c'est d'ailleurs un imaginaire très fécond, quand on voit tout ce que ça produit, comme avec cette nouvelle génération, le cinéma, l'art, la peinture, c'est magnifique. L'écriture, oui, c'est vrai. La littérature, beaucoup, oui.
c'est très fécond. Mais ça, c'est quand même l'humanité. C'est ça, c'est ce qu'elle a de beau aussi, ce désir toujours de lutter contre la pulsion de mort pour faire en sorte que la vie ait du sens et qu'elle soit vivante et vivifiée. Pour autant, bien sûr que la pulsion de mort, elle prend le dessus. Mais tant qu'on est vivant, c'est important de rester en mouvement, de prendre ce qu'on a eu, de le transformer, de continuer et de faire avec les autres. On ne peut pas faire tout seul. Dans des moments comme ça où il y a beaucoup de peur, où il y a beaucoup d'émotions, où il y a, faut pas non plus tomber dans le piège que certains médias peuvent susciter, mais ça a toujours existé. Oui, le retranchement communautariste, entre autres. Oui, ça a toujours existé. Mais on ne parle pas, c'est toujours étonnant quand même. Je le dis, peut-être, quand on était en Algérie pendant la décennie noire, ce qui m'a beaucoup marqué pendant les années 90 et qui m'a beaucoup blessée, c'est comment on parlait de l'Algérie en France. Toujours des bombes, des viols, des meurtres, et toute la société civile qui n'était pas armée, on n'en parlait pas. Pourtant, les femmes étaient là, le pays tenait, on vivait, on allait en vacances, mais pas de mots de la pulsion de vie, de cette résistance pour rester là et continuer. Et je trouve que ça me fait penser à cela. C'est-à-dire, on se nourrit, c'est des charognards, quoi. On se nourrit toujours de ce qui peut faire, comme ça, ce qui peut faire trauma, quoi. Parce que le trauma, ça nous mobilise tous, ça parle à nos peurs, on se méfie, on est tout le temps on se défend, on verrouille, on barricade. Mais en réalité, quand on voit la France, moi je suis toujours très émue, je reçois beaucoup de jeunes patientes de la génération qui ont la vingtaine, qui ont fabriqué quand même une façon d'être française qui est vraiment intelligente, quoi, parce qu'ils ne sont pas dans le rejet de leurs origines, ils n'ont pas non plus envie d'être assimilés, d'ailleurs ils le disent à quoi, et ils soutiennent une façon d'être elles-mêmes qui est très intéressante et qui devrait quand même susciter un peu plus d'études, parce qu'elles sont complètement elles ont pris ce qui est bon de la liberté, de la démocratie, elles sont concernées par leur vie. C'est elles qui font leur vie. Même quand elles échouent, elles en font une affaire, elles comprennent mais ça me concerne, qu'est-ce qui s'est passé, comment je pourrais faire autrement, pourquoi je me cogne là. Ah oui, mais ça c'est peut-être un endroit que j'ai pas touché par loyauté à mon père. Mais cette loyauté, est-ce que c'est ça dont il veut lui? Est-ce que c'est là où il m'attend? Et donc elles font un travail aussi très courageux et on les voit quand même, elles ont des postes de plus en plus reconnus socialement. Les jeunes, moi j'ai toujours plus de patientèle femmes, c'est mystérieux, que d'hommes, mais il y a un peu plus d'hommes quand même. Mais j'ai beaucoup plus de jeunes, c'est étonnant. Beaucoup de jeunes qui viennent, depuis quand même le Covid, il y a un désir d'être responsable de sa vie et d'être inscrit dans sa vie, ils ont pris conscience que leur vie, c'est eux qui la font. Ça viendra de personne, d'autres personnes ne vont venir faire leur vie à leur place. Donc ils sont de plus en plus mobilisés, de plus en plus concernés, de plus en plus présents. Ils soutiennent qui ils sont, ils convoquent l'autre, ils lui demandent de choisir. Ça, je trouve que c'est courageux. C'est pas toujours facile, hein. Je suis toujours émue par le courage et la dignité des jeunes. Et puis parce que je pense que le Covid a réveillé quelque chose là pour le coup d'universel, qui est cette fragilité. Et puis la planète, l'écologie, tout à fait. J'ai des jeunes quand même qui développent des formes d'inhibition où ils n'ont pas envie de travailler, ni de faire d'enfants, ni à quoi bon. C'est-à-dire la vie ne vaut plus la peine d'être vécue. Mais bon, ça fait écho, ça se travaille, hein. Ça fait écho
un autre trauma, un rapport au monde qui est justement à mettre en tension, à convoquer le désir quand il est là, parce que parfois le désir est là quand il y a quelqu'un, quand il y a le sujet, mais parfois il y a des gens, il y a personne, quoi. Ils sont là mais ils sont pas là, donc il faut aller venir les accoucher d'eux-mêmes, quoi. Et parfois c'est très difficile, c'est ça, c'est très risqué, mais bon, quand on est deux, embarqués, on tient bon et on y va. Mais c'est vrai aussi qu'il faut parler de... Il y a de plus en plus de gens qui sont pas là, quand même. Au sens, c'est des fantômes, quoi. Ils vont, ils travaillent, mais c'est pas eux. Mais bon, faut tenir bon et continuer à y aller. Jusqu'à un moment, je sais pas, je crois pas au miracle, mais quand même il y a quelque chose comme ça qui advient. C'est très mystérieux la vie, hein. À un moment, hop, ça prend. Là, pour revenir à toi, il y a forcément, quand on évoque l'Algérie, il y a une image, il y a une image et un souvenir qui te vient tout de suite à l'esprit, là tout de suite. Maintenant, si je parle de l'Algérie. Le jasmin. Ouais. Dans la cour de ma maison, enfin de la maison de mes parents, et puis cette odeur du jasmin, ce ciel bleu éclaté comme ça, je dirais pas tout à fait le coucher de soleil, mais un peu ce ciel éclaté d'étoiles. Vraiment après le coucher de soleil, une explosion de l'odeur du jasmin, des étoiles dans le ciel, d'une chaleur accumulée toute la journée. Et vraiment l'Algérie, c'est un peu ça brûle, quoi, ça brûle. Une forme de sensualité qu'il faut doser, sinon ça brûle. C'est trop beau, trop fort, trop violent, trop... C'est vrai que l'Algérie, pour moi, c'est ça. C'est en France que je me suis révélée, que j'ai fait des choix, je me suis engagée. Mais si j'avais pas eu ce que j'ai eu en Algérie, je ne suis pas certaine que j'aurais fait ces choix-là en France. Alors que en France, j'étais libre, hein, j'avais vraiment plus du tout aucun compte à rendre à ma famille. D'ailleurs, ils l'ont compris, hein, ils l'ont tout à fait respecté. Et ça, quand même, il faut reconnaître. J'ai eu la chance d'avoir une famille quand même suffisamment à l'écoute de ce que j'ai pu être. J'étais très différente comme enfant, hein, par rapport à la fratrie. J'intriguais un peu quand même, hein. J'étais tout le temps en décalage. Quand les enfants jouaient, moi je me cachais. Quand il fallait voyager, moi j'aimais pas voyager, j'aimais rester tout le temps à la maison. Quand il fallait aller à la plage, je voulais aller le soir quand tout le monde est rentré, ou tôt le matin quand il y avait personne. Donc pour les coutumes de là-bas, c'est très décalé, c'est très bizarre. C'est peut-être pour ça que j'en ai fait un métier. Peut-être que ça me parle, la bizarrerie. C'est quelque chose qui me... Je pense en avoir plus sensible. Un petit bout, quoi. Ça me parle, ça me parle.